Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de notre série Les hiéroglyphes c'est des mèmes. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir l'épisode 1, c'est important pour comprendre ce qu'on va raconter ici. On y va, c'est parti. Au départ, l'écriture, c'était un système vraiment compliqué avec plein de signes différents, une technologie à laquelle peu de gens avaient accès. Aussi, c'était lourd à manier. Pour lire, il fallait faire plein d'opérations dans sa tête. Petit à petit, comme les lettres deviennent des tout petits sons, l'écriture ça devient comme une espèce de mécanique qui se colle à notre cerveau et on lit sans qu'on ait besoin d'y penser. D'une certaine manière, la technologie elle devient plus performante et on n'a plus besoin de parler en même temps qu'on déchiffre l'écriture, on peut lire dans notre tête. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la langue écrite devient autonome. Comme les lettres perdent leur connexion avec les choses, le langage ça devient un objet qui tient tout seul. Les mots sont plus rattachés à rien, ils flottent dans l'air, ça devient quelque chose d'immatériel. Pour s'exprimer, il suffit d'évoquer des idées. On n'a plus besoin de faire autant de métaphores, d'exemples. On n'a plus besoin de dire « je suis comme un taureau » pour dire « je suis énervé ». Du coup, la langue, ça devient une espèce de voix intérieure, une opération de transcendance. Petit à petit, on quitte notre corps pour rentrer dans notre imagination et ressentir des choses qui n'ont aucun lien avec ce qui se passe autour de nous. Et du coup, c'est quoi la conséquence de ça ? La première conséquence, c'est qu'on s'éloigne du monde animal. Jusqu'à ce moment-là, on considérait qu'on pouvait communiquer avec les animaux en se regardant, en bougeant, ou même que marcher, travailler, c'était une façon de communiquer avec le paysage. Du coup là, on a l'impression d'avoir moins besoin de tous ces liens. En tout cas, la relation, c'est plus la même. Alors, le langage devient juste une histoire d'humains. Si bien qu'il y a des humains qui ont plus envie de sortir de la ville. Ces gens-là, ils veulent juste traîner entre humains et ils se mettent à faire de l'écriture, de la lecture et du discours leur métier principal. C'est à ce moment-là que les Grecs ont défini ce que c'est que la littérature et la philosophie, du moins au sens européen du terme. D'ailleurs, dans le Phèdre de Platon, Socrate dit ce truc. Les gens et les arbres n'ont rien à m'apprendre, et je ne puis profiter qu'à la ville dans la société des hommes. Franchement, il se la raconte quand même, c'est un peu énervant. Oui, car c'est aussi à ce moment-là que les humains ont commencé à bâtir une forme d'orgueil nouvelle et à se sentir très supérieurs aux animaux. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra peut-être dans un prochain épisode. Ok, alors une grosse partie de ce que je vous raconte là, ça vient d'un livre qui s'appelle « Comment la Terre s'est tue » et qui a été écrit par David Abram, un philosophe et écologiste américain qui a beaucoup travaillé sur les questions de pratiques magiques. Il a formulé ce truc d'écologie du langage et c'est à peu près le nœud central de beaucoup de choses qu'on va vous raconter sur cette chaîne. Donc David Abram, ce qu'il dit c'est que ce qui se passe dans notre cerveau au moment où on lit, c'est de l'animisme. Ok, c'est quoi en fait l'animisme ? On va regarder la définition Wikipédia. L'animisme, du latin animus, originairement esprit puis âme, est la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. Ces âmes ou ces esprits mystiques, manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir sur le monde tangible de manière bénéfique ou non. Il convient donc de leur vouer un culte. L'animisme peut caractériser des sociétés extrêmement diverses, situées sur tous les continents. L'animisme a aussi été défini notamment par Irving Hallowell et Philippe Descola comme une ontologie. Les chercheurs liés au courant du nouvel animisme remettent en cause l'approche moderniste fondée sur une dissociation dualiste entre nature et culture en faveur d'un lien avec les esprits du monde naturel proche des conceptions écologistes contemporaines. Ce qu'on voit ici, c'est que l'animisme s'est d'abord rattaché à des notions de croyance, d'esprit, d'âme, mais que plus récemment, il y a des gens qui voudraient rattacher ça plutôt à l'écologie et qui voudraient essayer de sortir un peu des clichés qui sont véhiculés par un certain regard moderne, occidental, qui a encore vu la magie comme quelque chose d'un peu archaïque. Voilà, donc je pense que David Abram fait clairement partie du nouvel animisme et si on suit un peu ce courant de pensée-là, parler de l'animisme de façon pertinente, ça serait pas forcément commencer par une histoire de croyance, mais plutôt par une histoire de perception. Plutôt que de se poser la question, est-ce qu'on croit aux esprits et aux fantômes ? Ce serait plutôt comment est-ce qu'on voit les choses autour de nous ? Comment est-ce qu'on perçoit notre environnement ? Parce que l'animisme, avant tout, c'est notre capacité à voir les choses s'animer, c'est-à-dire voir les choses autour de nous devenir expressives comme si c'était des êtres vivants. Comme par exemple quand on regarde de la nourriture et qu'on dirait une bande de potes, ou quand on se balade en Belgique et qu'on voit beaucoup de maisons qui ont l'air d'avoir des visages. Ouais, yeah. En fait, cette faculté à voir les plantes, les objets et le décor s'animer, c'est une extension de notre langage sensoriel. Le même qui permet d'interpréter les émotions en regardant les expressions faciales ou les gestes des humains et des animaux qui nous entourent. En fait, ce que nous raconte David Abram, c'est qu'avec l'arrivée de l'alphabet, les Grecs, ils ont simplement déplacé leur faculté d'animisme de la nature environnante vers les mots écrits.
Donc lorsqu'on regarde un mot et qu'on le voit s'activer tout seul, c'est à peu près la même chose qui se passe dans notre cerveau que lorsqu'on regarde un animal et qu'on comprend qu'il est content parce qu'il nous sourit. Ok, là on est arrivé à peu près à la moitié de la boucle. Pour le prochain épisode, je vous montrerai comment est-ce qu'on revient du langage concret à l'époque du numérique. C'est un peu long et il y a beaucoup d'infos, mais j'essaye d'être le plus simple et efficace possible. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire vos remarques dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. À part ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, bye bye et prenez soin de vous.